Voici une nouvelle vidéo de classement de jeux de société avec cette fois les jeux les plus faciles que j'ai dans ma ludothèque, donc les plus simples à sortir, c'est-à-dire ceux dont les règles s'expliquent très vite, sont très courtes. C'est généralement, comme vous pouvez voir, ce sont que des petites boîtes ou des boîtes assez moyennes. Et c'est des jeux, je vous dis, que vous allez pouvoir sortir avec n'importe quel type de joueur, que ça peut être des enfants, ça peut être des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer à des jeux de société, ou ça peut même être entre gamers qui ont l'habitude et qui veulent voilà faire un petit jeu rapide, un petit filler, pour pas se prendre trop la tête. Donc cette vidéo elle vient là contrebalancer la vidéo que j'ai fait récemment des jeux les plus difficiles à sortir de ma ludothèque. Donc là voilà, vous avez le grand écart entre des gros jeux bien méchants et les petits jeux très rapides. Donc ça peut être intéressant. Et là il y aura donc 30 jeux que je vais classer. Là le classement il faudra pas nécessairement en tenir compte parce que pour le coup ça va beaucoup dépendre du nombre de joueurs et du type de jeu que vous avez envie de faire. Donc là ils sont tous à mon avis intéressants. Mais voilà, certains, si vous êtes que deux, ça marchera un peu moins bien, je le préciserai à chaque fois. Pour le coup, tous les jeux que je vais présenter là sont édités en français et trouvables, donc contrairement à toutes mes vidéos de découverte où je vais chercher des jeux en import un peu partout, là, normalement, vous devriez tous pouvoir les trouver assez facilement, presque tous. Et je vais quand même commencer par une petite parenthèse rapide sur des jeux qui sont pas encore édités en français et qui rentrent tout à fait dans cette catégorie de jeux très facilement sortables. Vous remarquerez aussi dans ce classement que je n'ai pas mis tous les gros best-sellers ultra connus. Donc il y aura clairement pas le Uno, il y aura pas le Skyjo, il y aura pas le Time's Up, voilà tous ces jeux-là que tout le monde connaît par cœur et que tout le monde a. J'ai essayé de pas en parler, c'était pas utile, hein, donc là c'est plutôt des jeux un peu plus récents ou un peu différents. Voici donc avant le classement officiel quelques jeux qui sont pas encore sortis en France et qui rentrent tout à fait dans la case des jeux très facilement sortables. Ça fait partie des jeux que je sors assez régulièrement et qui sont plutôt chouettes. Donc vous avez Hard to Get, un jeu d'association d'idées un peu à la Codenames. Vous avez une grille de mots, il va falloir essayer de faire deviner à votre équipe, enfin c'est un jeu coopératif, à tous les autres joueurs un mot bien précis en piochant des cartes sur lesquelles on va vous dire est-ce que votre mot est plus comme ci ou plus comme ça. Très chouette, très rapide à jouer. Deducto, un pur jeu de déduction avec des cartes avec des animaux qui ont chacun un déguisement différent et dans un lieu différent. Et on aura une carte face cachée dans notre main et des cartes face ouverte. Il faudra deviner la carte face cachée qu'on a en fonction des indices que vont nous donner les autres joueurs avec les cartes qu'on joue. Ça, vous avez une vidéo qui en parle sur la chaîne. Expression, c'est une sorte de jeu à la trio, collaboratif cette fois. Chaque joueur va avoir une main de cartes avec des valeurs et des couleurs. Et il va falloir essayer de deviner les cartes que chacun des autres joueurs ont dans la main. Donc pour ça, vous allez pouvoir poser des cartes qui vont vous donner des indications entre la carte la plus petite, la carte la plus grande, la dernière carte de cette couleur, ce genre de choses. Ça fonctionne très bien aussi, très intéressant. Stool Pigeon, c'est une sorte de Skyjo amélioré, on va dire, plus interactif, plus fun. Vous avez des cartes cachées devant vous, vous en connaissez deux. Vous allez piocher des cartes à votre tour. Votre but, c'est d'avoir la valeur la plus faible parmi les cartes devant vous à la fin de la partie. Et vous allez pouvoir donner des cartes à vos adversaires, en piocher d'autres. Il y a certains effets, donc c'est très rigolo, très chouette. Regroupe Chicken Army, un petit jeu de guerre, on va dire, très simple à base de cartes. Vous avez des poulets un peu délirants, des mages et des guerriers. Vous avez des défenses. Il va falloir construire vos cartes en fonction de ce qu'ont les autres pour pouvoir les attaquer et vous défendre contre leurs attaques. Pareil, très rapide, très simple, très familial. Lacuna, un petit jeu abstrait pour 2 joueurs uniquement. Celui-là très original. Vous allez avoir un grand tapis de jeu sur lequel vous allez semer des petites fleurs, donc de différentes couleurs, différentes formes. Votre but, ça va être de récupérer maximum de fleurs dans chacune des couleurs pour avoir la majorité. Et pour ça, c'est un jeu qui va être basé sur la géométrie. Il va falloir tracer des lignes entre deux fleurs de la même couleur pour pouvoir les récupérer. Donc là, j'ai fait une petite vidéo explicative pour aller voir, c'est plutôt sympa. Et Junk Drawer, c'est un petit jeu de polyomino, de tuiles, mais un des plus simples qui existent, je pense. Donc pareil, très facilement sortable. Vous avez quatre tiroirs. Chacun va scorer d'une façon différente qui sera déterminée en début de partie, et il va falloir pouvoir placer vos petits polyomino dans ces différents tiroirs pour optimiser au maximum votre scoring. Pareil, très familial, très cool. Donc voilà, un petit aperçu de jeux qui sortiront peut-être à un moment ou un autre en France. Je crois que Regroupe Chicken Army est prévu. Déjà, c'est sûr, j'ai vu passer en français, et les autres, pour l'instant, je n'ai pas l'info, mais bon, ça ira peut-être un jour. Premier jeu de ce classement, numéro 30, Non Merci. Donc un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans, je dirais à partir de 6 même, sans problème. Un jeu très basique, vous avez des cartes numérotées de 3 à 35. Votre but, c'est de récupérer les cartes avec les plus petites valeurs, ou de récupérer le minimum de cartes, si vous préférez, avoir le moins de points en fin de partie.
Vous allez commencer avec des petits jetons, un certain nombre en fonction du nombre de joueurs, et un tour de jeu, ça consiste à retourner une carte et décider, en commençant par un premier joueur évidemment, si on veut récupérer la carte ou si on veut pas. Si on veut récupérer la carte, on la prend, on la met devant nous, et ça nous fera des points négatifs en fin de partie, correspondant à la valeur. Si on la veut pas, on doit payer un jeton, dire non merci, et c'est au joueur suivant de décider s'il veut la prendre ou payer à son tour un jeton pour dire non merci, jusqu'à ce que, à un moment donné, un joueur décide de prendre la carte et tous les jetons qu'il y a dessus, en sachant que les jetons, ce sont des points positifs en fin de partie, enfin ça va nous faire réduire notre score, ce qui est une bonne chose. Le but c'est d'avoir le moins de points en fin de partie. Et évidemment, quand on n'a plus de jetons, si on les a tous dépensés, on est obligé de prendre la carte qui nous arrive, et du coup de récupérer éventuellement les jetons qu'il y a dessus. Donc on va tourner comme ça, on va retourner à chaque fois une carte, jusqu'à ce que toutes les cartes soient vidées. Et le scoring, enfin, simple, toutes les cartes qui vont se suivre, pour toutes les cartes qui vont se suivre, on ne comptera que la carte de plus petite valeur. Donc il y a un petit côté stratégique de essayer de compléter des suites pour avoir un minimum de points. Et voilà, c'est à peu près tout. On compte les points en additionnant la valeur des cartes et en soustrayant la valeur des points. Celui qui a le moins de points remporte la partie. Très simple, très basique. Pas très compliqué en termes de stratégie, on maîtrise pas grand chose, mais voilà, ça peut être rigolo, et je vous dis, ça se sort avec n'importe qui. 29e, le jeu Hit, un peu dans le même délire que Non Merci, très simple, vous avez juste un tas de cartes, avec des cartes numérotées de 1 à 10, donc avec des jetons de poker comme ceci. Donc il y a plusieurs cartes de même valeur, hein. Il y a 11 cartes pour les valeurs 1 à 5, et 7 cartes pour les valeurs 6 à 10, pardon. Ces cartes-là, vous les mettez en tas en début de partie au milieu de la table, et en commençant par un premier joueur, on va tout simplement piocher des cartes et les placer devant nous. Donc tant qu'on a moins de 3 cartes, il n'y a pas de souci, on peut continuer à piocher et c'est cool. À partir du moment où on a 3 cartes devant nous, donc on va les aligner par valeur, on doit décider si on continue ou si on s'arrête. Si on décide de s'arrêter, on garde les cartes devant nous et ça passe au joueur suivant, qui va faire pareil. Si on décide de continuer, il faut obligatoirement que la nouvelle carte qu'on va piocher soit différente de celle qu'on a déjà. Donc là, pour le coup, si je continue, je pioche un 7, je l'ai déjà, dans ce cas-là, c'est perdu. Mon tour est perdu, je défausse toutes mes cartes, je les sors du jeu, et c'est au joueur suivant. Donc c'est un pur stop ou encore, il faut savoir se décider quand on continue, quand on s'arrête, en prenant en compte le nombre de cartes qui sont déjà sorties par rapport au nombre de cartes qu'il y a dans le jeu. Il faut compter un peu les cartes. La petite subtilité, c'est que à partir du moment où vous piochez une carte, admettons là je pioche, on va dire autre chose, voilà, un 2. Si n'importe quel autre joueur a un 2 devant lui, je peux lui piquer. Je peux piquer tous les 2 qui sont présents sur la table. Donc on va pouvoir se piquer les cartes comme ça. Et si à un moment donné ça revient à notre tour et qu'il nous reste encore des cartes, donc on ne nous a pas toutes pillées, dans ce cas-là, les cartes sont comptabilisées, on les prend, on les met en tas devant nous, et ce sont des points pour la fin de la partie. Donc il faut réussir à garder les cartes devant nous un tour complet pour pouvoir les scorer. Et c'est tout. On vide le tas, et quand le tas est vidé, on compte les points. Donc voilà, pareil, un pur jeu de chance et de hasard, du stop ou encore, mais plutôt rigolo et très facile à jouer. Ça se joue de 2 à 5 à partir de 8 ans, 6 ans sans problème, et les parties ça dure à peu près 15 minutes. Numéro 28, le jeu Crossing. Crossing, ça se joue de 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans aussi, 6 sans problème, et les parties durent à peu près 15 minutes. Donc là, c'est un jeu de collection de diamants. Vous allez avoir des petits diamants de couleurs différentes. Il y a des jaunes, des rouges, des bleus et des blancs. Les blancs valent plus de points. Le but du jeu, c'est d'en collectionner le plus possible et de faire même des collections de couleurs différentes pour marquer un maximum de points. Donc, je vous passe le détail de décompte des points. Le principe, il est simple. Donc, le diamant, hop, vous en avez plein dans le sac. En début de partie, vous en mettez 2 sur chaque champignon. Donc là, ça va se passer sur des petites tuiles champignons. Et chaque joueur a une petite tuile à son effigie, enfin, un personnage à sa couleur. Un tour de jeu va consister à tout simplement pointer du doigt, après un petit compte à rebours, une tuile présente sur le jeu. Si vous êtes le seul à pointer une tuile, vous allez gagner tous les diamants qu'il y a dessus, et vous les mettez sur votre petit personnage. Si par contre vous êtes plusieurs à pointer une même tuile, dans ce cas-là, il se passe rien. Personne ne gagne rien, les diamants restent en place. Une fois que vous avez fait ça, vous allez re-remplir les tuiles en fonction de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dessus. S'il y a aucun diamant, vous en mettez 2. S'il y en a déjà, vous en rajoutez juste 1 sur chaque. Donc il y a des tuiles qui vont devenir plus intéressantes que d'autres. Et à partir du deuxième tour, si des joueurs ont déjà récupéré des diamants, on va aussi pouvoir aller pointer les joueurs en question au lieu d'aller pointer un champignon pour piquer les diamants aux autres joueurs.
Mais par contre, chaque joueur qui a de diamants sur sa tuile va aussi pouvoir, au lieu de pointer quelque chose, se protéger en mettant sa main devant. Donc tout ça en simultané, on compte jusqu'à 3 et on fait tous quelque chose. Si on protège les diamants qu'on a protégés, on les sort de notre tuile et ils sont définitivement marqués en fin de partie, on les comptabilisera. Évidemment, si on se protège et que quelqu'un nous vise, il se passe rien. Et si jamais voilà, on pointe un adversaire, c'est la même règle que pour les champignons. Si on est le seul, on récupère ce qu'il y a dessus. Si on est plusieurs, rien ne se passe. Et c'est tout. Donc voilà, très basique, un petit jeu de voilà d'ambiance un peu sympa où vous allez essayer de récupérer des diamants en essayant de lire dans les pensées des autres, savoir ce qu'ils veulent pas et où est-ce qu'ils vont aller. Donc plutôt rigolo, un peu moins connu que la plupart des autres jeux, mais très sympa. Numéro 27, salade de points. Salade de points, ça joue 2 à 6 à partir de 8 ans, pareil, 6 sans problème. 15 minutes la partie à peu près. Là, ça va être un jeu de collection de légumes. La mise en place, c'est celle-là, tout simple. Vous avez 3 tas de cartes. En fonction du nombre de joueurs, il faudra enlever certaines cartes. Ça, je vous passe les détails. Donc ça, c'est le verso des cartes. Ça va être des façons de scorer. Et de l'autre côté, au recto, c'est les différents légumes. Donc vous avez une indication à chaque fois du légume qui va sortir. Et ici, vous avez le marché aux légumes. Donc j'ai mis les 6 légumes du jeu pour la mise en place, mais bon, c'est aléatoire normalement. Vous avez des laitues, carottes, tomates, oignons, poivrons, choux. On détermine un premier joueur. À son tour, on a 2 possibilités. Soit on prend 2 cartes légumes du marché, et on les met devant nous. Soit on prend une carte scoring. Si on prend une carte scoring, on en vole une autre. Si on prend des cartes légumes, on va aller tout de suite piocher à la fin de notre tour, dans la colonne correspondante, une carte qu'on va retourner pour avoir une nouvelle mise en place pour le joueur suivant. But du jeu, collectionner les points, avoir le plus de points en fin de partie en ayant les bons légumes qui correspondent aux bonnes façons de marquer des points qu'on aura collectionnés. Donc ici on vous dit par exemple, si vous par lot de carottes et laitues que vous aurez en fin de partie, ça fera 5 points. Ici, si vous avez ce trio-là, ça fera 8 points. Vous avez aussi des cartes qui vont vous faire marquer des points en fonction de si vous arrivez à en avoir le plus. Ici, on vous dit, si c'est vous qui avez le plus de choux, d'oignons pour le coup, en fin de partie, vous aurez 10 points, sinon ça vaudra rien. Donc voilà, on joue un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'un tas soit vide, ou je sais plus trop, et on compte les points. Très simple, très familial, un super jeu de collection de cartes, vraiment facile d'accès. 6e position, Lucky Numbers, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est une sorte de sudoku amélioré, on va dire. En fonction du nombre de joueurs, vous allez placer des petites tuiles trèfle à 4 feuilles au hasard mélangées face cachée. Chaque joueur va en piocher 4 qu'il va placer en diagonale sur son petit plateau par ordre croissant, de gauche à droite. Et à son tour, en commençant par un premier joueur, chaque joueur va piocher une petite tuile et décider s'il veut la placer sur son plateau ou s'il veut la défausser face ouverte. S'il veut la placer sur son plateau, il faut qu'il respecte la règle principale du jeu qui consiste à classer tous les numéros par ordre croissant de gauche à droite et de haut en bas. C'est-à-dire que là, après le 7, ça doit être plus grand, et en dessous du 7, ça doit être plus grand aussi. C'est pour ça qu'on classe les numéros en diagonale aussi dans ce sens-là. Donc là, mon 12, je pourrais décider de le placer par exemple ici. Donc c'est plus grand que 9, c'est plus petit que 16, c'est bon. Ensuite, il y a le joueur suivant qui va faire pareil. Il a le choix du coup de piocher soit face cachée, soit si quelqu'un a défaussé face ouverte, prendre des jetons face ouverte. On peut aussi venir remplacer des jetons déjà dans notre grille. Dans ce cas-là, tout simplement, on les remplace et le jeton remplacé, on le met disponible. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à réussir à remplir sa grille avant l'autre. Donc voilà, assez simple, un peu tactique. Voilà, il faut essayer de. Donc les numéros, ça va de 1 à 20. Ça faut le savoir en début de partie. Et c'est tout. Donc voilà, un petit jeu de hasard, de pioche qui est plutôt rigolo et assez familial. 25e position, le jeu Pitch Out. Pitch Out, c'est un petit jeu de pitch-net, donc de dextérité, pour 2 joueurs uniquement, à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 10 minutes. Donc chaque joueur va prendre une couleur et les pions correspondants, donc c'est des petits pions en plastique plutôt chouettes comme ceci, sur lesquels il y a des petits personnages dessinés. Chaque petit personnage a une petite capacité particulière, qui est décrite dans la règle, donc rien de très compliqué. Au niveau de la mise en place, donc vous allez placer vos 5 personnages que vous aurez choisis parmi les 8 qu'il y a en tout dans chaque couleur. Et vous allez donc mettre 2 obstacles de votre côté. Et il y aura un obstacle central, donc là, pour que ça rentre dans le cadre, j'ai tout restreint, mais idéalement, il faut jouer quand même sur une surface assez grande, donc au minimum 80 cm par 80, ils disent dans les règles. Parce que le but du jeu, ça va être de faire sortir les pions adverses de la zone de jeu.
Tout simplement, donc vous pouvez délimiter une zone et tout. C'est la seule petite contrainte du jeu, c'est qu'il faut une table adaptée, on va dire. Ensuite, à tour de rôle, tout simplement, vous allez faire des petites pichenettes. Donc là, pour le coup, c'est raté. Pour essayer d'éjecter les pions de l'adversaire. But du jeu, soit éjecter le capitaine adverse, donc c'est le joueur avec la petite étoile, qui lui est obligatoire à chaque partie. Soit éjecter tous les autres joueurs, sauf le capitaine. Et vous avez, donc, je vous ai dit, plusieurs pouvoirs. Il y a des personnages qui peuvent jouer 2 fois de suite. Il y en a d'autres qui peuvent remplacer un joueur si jamais il est éliminé. Enfin, voilà, il faudra les lire. C'est des tout petits pouvoirs, mais qui rendent le jeu un peu plus tactique que ce que ça pourrait être au départ. Et ben voilà, c'est un jeu un peu différent, mais plutôt sympa. Jouer pareil avec des enfants, c'est plutôt cool. À savoir qu'il y a une boîte donc bleu contre rouge avec un certain type de pouvoir. Il y a une deuxième boîte vert contre jaune. Qui ont des pouvoirs un peu différents, mais qui se jouent exactement de la même façon. Donc le packaging est pas mal, donc c'est une petite boîte comme ceci, vous mettez le jeton dedans, vous empilez tout, et vous pouvez transporter ça, donc ça vous fait un petit cube facilement transportable, et vous dit rapidement jouable, et plutôt sympa dans son genre de petit jeu à pichenette, facile d'accès. 24e, le jeu Gang of Dice, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc là, clairement, il vaut mieux jouer à 3 ou 4 idéal. Il faut y jouer comme un jeu d'ambiance un peu délirant, il faut pas trop calculer. But du jeu, c'est d'essayer d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie, c'est-à-dire le plus de dés possible. Donc en début de partie, chaque joueur va commencer avec un certain nombre de dés, donc j'en ai mis plein au hasard, mais il y en a beaucoup dans le jeu. Sachant qu'en plus, il y a des jetons, et chaque jeton vaut 3 dés. Donc dites-vous qu'il y a une pelletée de dés de disponibles. À chaque manche, on va tirer une petite carte parmi un deck de cartes ici, qui va donner une condition qu'il va falloir essayer d'atteindre en ayant le meilleur score possible sans exploser. Donc c'est des bombes, il y a des bombes à retardement et il y a des bombes qui explosent direct. Les bombes à retardement, c'est à la fin de vos 3 lancers, vous allez regarder les conditions et faudra avoir le meilleur score par rapport aux autres joueurs. Et les bombes, celles avec les petites explosions comme ça là, après chaque lancer, vous pouvez déclencher l'explosion et du coup perdre la partie directement. Donc à votre tour, vous allez devoir décider combien de dés vous voulez lancer, sachant que plus vous allez lancer de dés, plus ça va être risqué pour vous parce que vous avez plus de chances de satisfaire la condition qui va pas. Donc là, on vous dit que à la fin de vos 3 lancers, puisque c'est une carte noire, il faudra que vous ayez aucune valeur de dés qui se suivent. Donc avec un +1. Donc là, là, vous voyez, 1, 2, 3, ça pue. Donc je vais relancer direct ces deux-là. Deuxième lancé. Ça, c'est pas mal. Je pourrais m'arrêter là. Donc j'ai 1, 1, 4, et la petite tête comme ça, en fait, ça c'est neutre, c'est 0, ça fait rien, c'est pas dangereux. Là, j'ai aucun dé qui se suit. Donc mon score est de 6. Ok, et j'ai lancé 4 dés. À partir de là, le joueur suivant dans sens aiguille de montre va devoir aussi décider s'il veut lancer plus de dés ou moins, ou peu importe. Son but, ça va être de faire un meilleur score que 5. Sachant que à score équivalent, ça va être le nombre de dés qui va départager les égalités. Donc si le joueur d'après, il lance 6 dés et qui fait un total de 5 avec ses 6 dés, c'est lui qui sera vainqueur. Et le vainqueur, il va remporter tous les dés qui ont été lancés pour les mettre derrière son paravent. Donc plus on gagne, plus on a de dés et plus on peut miser de choses. Par contre, si jamais à la fin de son tour, on déclenche la condition d'explosion, dans ce cas-là, nos dés, hop, ils sont perdus, on ne compte plus pour déterminer le vainqueur, et ils sont disponibles pour ceux qui gagneront. Et donc, comme je vous disais, si jamais, ici, hop, on décide combien on doit lancer de dés, à tout moment, quand on va lancer nos dés, si on dépasse 13, on explose tout de suite. Donc là, admettons, je relance 4 dés. J'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout va bien. Je peux décider de m'arrêter là, dire 10 c'est pas mal, pas trop tenter le diable, ou je peux tenter de relancer un certain nombre de dés, je peux faire ça 3 fois, donc là hop, ça a rien fait, mais ça a fait baisser un peu ma valeur, et ainsi de suite. Donc vous avez compris globalement le délire, et voilà, c'est un gros jeu de pari, un gros jeu de chance où on va lancer maximum de dés pour tenter de faire des trucs assez improbables, et honnêtement, avec les bonnes personnes, c'est plutôt rigolo, on s'amuse bien. Donc Gang of Dice numéro 24. En 23e position, le jeu Order Overlord Café. Donc un jeu de mémoire pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 20 minutes. Donc là, le but du jeu, ça va être, donc on est tous ensemble, on va essayer de mémoriser un maximum de commandes qu'on va nous passer. Et le but, ça va être de passer des niveaux
et à chaque niveau, il y aura de plus en plus de commandes qui vont nous être passées. En gros, à chaque niveau, il y a un nombre de cartes à mémoriser qui est multiplié par le nombre de joueurs. Donc niveau 1, c'est 1 fois le nombre de joueurs. Donc là, si on est 3, c'est 1 fois 3. Niveau 2, c'est 2 fois 3, donc il y aura 6 cartes. Niveau 3, il y aura 9 cartes. Niveau 4, il y aura 12 cartes, et ainsi de suite. Évidemment, plus on est nombreux, plus ça va être compliqué, mais ça va être d'autant plus drôle. Donc, au début d'un tour, donc tour 1, on est 3 joueurs. Il y a un joueur qui va prendre les 3 premières cartes de commande. Il va les retourner et il va les lire à voix haute pour tout le monde, pour que tout le monde les mémorise. Donc il y a un les fraises, un thé glacé au citron et un thé. Tout le monde a mémorisé. Ensuite, on mélange toutes les cartes et on en donne une à chaque joueur. Chaque joueur aura à chaque fois le même nombre de cartes. Au tour 2, il y aura 2 à chaque joueur, 3 à chaque joueur, 4 à chaque joueur. Le premier joueur, il va retourner sa carte et il va devoir annoncer une commande qui a été passée qui ne correspond pas à sa carte. Il faut trouver des commandes qui sont dans la main des autres joueurs. Donc là, il se souvient qu'il y a un thé, donc il annonce un thé. Et dans l'ordre du tour, le premier joueur qui a un thé, donc c'est lui, là dévoile, il dit c'est bon, j'en ai un, boum, c'est validé, pas de souci, pas de risque. Ensuite, c'est au joueur suivant de faire la même chose. Il doit annoncer une commande qui a été passée, autre que celle qu'il a dans la main. S'il y arrive, le joueur en question retourne sa carte et il va falloir valider un certain nombre de cartes. Donc en fait, il faut que les joueurs vident leurs mains et en fonction du nombre de joueurs, on vous dit combien de joueurs doivent vider sa main. Si on joue à 2, il y a un joueur qui devra vider sa main, évidemment. Si on joue à 3 ou 4, il devrait y avoir 2 joueurs qui n'aient plus de cartes en main pour que ce soit validé. Et à 5 ou 6, il faut qu'il y ait 3 joueurs qui aient vidé leurs mains pour que ce soit validé. À partir du moment où c'est validé, hop, on retourne ça et on passe au tour suivant, on prend des nouvelles cartes. On en distribue là pour le coup 2 fois le nombre de joueurs, donc 2 à chaque joueur, il y en aura 6, on va les lire au début, et on va recommencer ça. Si jamais on se trompe, on retourne notre petit jeton ici, pour dire qu'on s'est trompé. À ce moment-là, on ne pourra plus annoncer de commande, mais par contre on pourra continuer à défausser nos cartes si jamais quelqu'un les annonce. Et c'est à peu près tout. Il y a des petites cartes pouvoir, on vous passe un peu les détails. Le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible, pour marquer un maximum de points possible. Donc c'est tout bête. Ça a l'air un peu nul au départ, mais ça marche plutôt pas mal. Et c'est plutôt drôle de voir les façons de jouer des différents joueurs, entre ceux qui sont ultra concentrés, ceux qui sont un peu freestyle. Sachant que les cartes reviennent, il y en a plusieurs, il y a plusieurs cartes T, plusieurs trucs. Bon, c'est un bon casse-tête et ça fait bien fumer le cerveau, c'est rigolo. 22e position, le jeu Coloretto. Donc là, c'est un jeu assez ancien, assez connu. Donc là, c'est une vieille édition, il a été réédité depuis, on sent plus trop ça. Mais le principe reste le même. Vous allez avoir des cartes caméléons de ce type-là, donc plus ou moins différentes en fonction des éditions que vous aurez. Mais en gros, il y a 7 couleurs, et dans chaque couleur, il y a 9 cartes identiques. Vous avez aussi des cartes plus 2, des cartes caméléons arc-en-ciel, et une petite carte pour indiquer la fin de la manche. Donc c'est un jeu de collection de cartes, tout simple, où votre but va être de marquer des points en fonction des collections de cartes de couleurs identiques que vous allez avoir. Donc vous avez une carte de scoring, qui vous indique que si vous avez une carte dans une couleur, elle vaut 1 point, 2 cartes, ça vaut 3 points, 3 cartes, 6 points, et ainsi de suite. Sachant que vous allez avoir que 3 couleurs qui vont vous faire marquer des points en positif, et toutes les autres couleurs que vous aurez vous feront marquer les points en négatif. Donc il va y avoir un petit système d'interaction où on va essayer de refiler les mauvaises cartes aux adversaires pour qu'ils aient trop de cartes dans leur collection et qu'ils aient des points négatifs en fin de partie. Le principe, il est tout bête. À votre tour, vous avez 2 possibilités. Soit vous piochez une carte du tas et vous la placez en face d'une des cartes collection ici pour commencer une collection. Soit vous récupérez toutes les cartes d'une collection pour les mettre devant vous et vous faire marquer ou perdre des points en fin de partie. Donc là, premier joueur pioche, deuxième joueur va piocher et il décide donc ce qu'il veut le rajouter ici. Et donc il y aura 2 cartes marron à gagner ou le mettre ailleurs. À chaque fois, il y a un petit choix à faire. C'est bien mélangé tout ça. Il y a un petit choix à faire sur l'endroit où on va placer nos cartes. Donc admettons, voilà, on avance un peu dans la partie. Hop, hop, on a placé les cartes comme ça. Là, c'est à moi de jouer. Je peux très bien décider de, au lieu de piocher une carte et de la placer, de récupérer ces cartes-là. Donc je les mets dans ma collection. Tac, j'enlève cette carte. Et donc je joue plus pour cette manche. Les autres joueurs continuent à jouer, donc ils peuvent rajouter des cartes, hein, ici. Un petit +2, une carte ici, jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré. Donc là, ce serait une mise en place pour 4 joueurs. Hein. J'ai mis 2 cartes, mais c'est 4 joueurs. Jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré une collection de cartes. À partir de là, on remet les petites cartes ici. Et on refait un nouveau tour. Et on va faire un certain nombre de tours comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la carte de fin de tour. Quel magicien. Dans ce cas-là,
on va compter les points. Et donc les points, je vous ai dit, ça va être en fonction des colonnes de cartes qu'on va avoir, du nombre de cartes qu'on aura dans chaque colonne, qu'on aura plus ou moins de points. Donc voilà, c'est tout bête. Très basique. Ça, il y a un petit mode de joueur un peu différent, mais qui fonctionne bien aussi. Idéalement, voilà, c'est plutôt 4-5, c'est cool, quoi. Très connu, mais très très chouette et assez indémodable. Donc Coloretto, numéro 22. Numéro 21, Nine Tiles Panic, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc celui-là, c'est peut-être celui qui va être le plus compliqué à trouver, même si je crois qu'il va être réédité bientôt. Il existe en français notamment. Le but du jeu, ça va être de faire un petit puzzle avec 9 tuiles. Donc chaque joueur va avoir les 9 mêmes tuiles, sur lesquelles on va trouver des petites routes, des maisons, des hamburgers, des extraterrestres, des espèces de Men in Black, des chiens, des garçons, des filles, un peu tout. Les tuiles sont recto verso, avec à chaque fois des dessins et des personnages différents dessus. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de satisfaire aux petites cartes conditions qu'il va y avoir piochées à chaque tour, donc il y en a un certain nombre. Vous allez en piocher 3 à chaque manche, et on va vous dire ce qu'il va falloir que vous ayez de visible dans votre ville. Donc là, par exemple, pour l'exemple que j'ai pioché ici, la ville avec le plus de chiens va compter un certain nombre de points, la ville avec le moins de routes, et la ville avec le plus de filles. Au top départ, tous les joueurs en même temps vont essayer donc de créer une ville en respectant les 3 règles principales qui sont obligatoirement de faire une ville de 3 cases par 3, donc faire un carré de 9 cases. Ça, c'est la première règle. Il faut obligatoirement que votre ville soit dans ce carré-là. L'autre règle, c'est qu'il faut obligatoirement que toutes les routes soient connectées entre elles. On ne peut pas avoir une route qui va nulle part. Il faut vraiment faire un cheminement de toutes les routes. Et il faut obligatoirement que toutes les routes traversent la ville. Et une entrée et une sortie. On peut pas faire de rond-point au milieu de sa ville. Genre, hop, 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 hop. Ça, au milieu de la ville, c'est pas possible. Donc voilà, ça, ces 3 contraintes-là, déjà, ça va vous prendre un peu la tête. Mais en plus, évidemment, il faut satisfaire aux demandes pour marquer un maximum de points. Donc vous avez un temps à peu près infini, sauf qu'à partir du moment où un joueur décide qu'il a fini, il prend le jeton 1 pour dire c'est le premier qui a fini, et il va retourner le petit sablier ici, pour mettre la pression aux autres joueurs, qui ont du coup le temps du sablier pour finir. Si un joueur finit, hop, il prend aussi la tuile, et jusqu'à ce que tout le monde ait fini, ou si jamais un joueur n'a pas fini, tant pis pour lui. À partir de là, on va compter les points, et tout simplement, si un joueur s'est trompé dans la construction de sa ville, donc il n'a pas respecté les 3 conditions que j'ai dit, un carré, des routes qui se suivent et qui sortent toutes de la ville, ça fera 0. Donc lui, on n'en tient pas compte, on compte pas du tout ses points. Et ensuite, on va regarder carte par carte qui a satisfait le mieux à la condition. Donc là, le plus de chiens en ville. Donc moi, je vais regarder sur ma ville. Bon, là, elle est complètement en vrac, c'est pas du tout comme ça, mais là, j'aurais eu 3 chiens. Je vais comparer aux autres joueurs. Si c'est moi qui en ai le plus, je vais avancer du nombre de points correspondant au nombre total de joueurs. Donc là, si on est 3, j'avance de 3. Le second va avancer de 1 point de moins, et le troisième de 1 point de moins encore. Donc en gros, c'est le maximum, c'est le nombre de joueurs, moins 1, moins 1. Si jamais il y a une égalité, c'est la rapidité qui va départager. C'est-à-dire que si moi j'ai 3 et que mon adversaire qui a pris en deuxième le jeton a 3 aussi, c'est moi qui étais le plus rapide, donc c'est moi qui avance de 3 cases, et lui il avancera que de 2 cases. Voilà, c'est tout simple, mais c'est très efficace, très fun, ça met un peu le speed, un peu la pression. L'air de rien, un petit puzzle à 9 tuiles, c'est pas si simple. Et les conditions sont plutôt variées et originales, donc c'est sympa, et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur atteint un certain nombre de points en fonction du nombre de joueurs. Donc voilà, c'est original dans son genre et très chouette. 20e position, Focus. Focus, c'est un jeu d'association d'idées pour 2 joueurs exclusivement, des parties d'environ 15 minutes à partir de 10 ans. Un jeu à communication limitée où il va falloir essayer de faire deviner à son coéquipier quelle carte on a pioché. Donc la mise en place, c'est ça, c'est un carré de 4 par 4 avec des cartes avec des dessins dessus. Donc il y en a tout un tas qui sont à chaque fois recto verso dans la boîte. Plus une petite colonne de 4 cartes ici sur le côté, qui elles n'ont pas de danger. Chaque joueur va piocher une petite carte sans la montrer à son coéquipier, sur laquelle on va lui indiquer la carte qu'il va devoir faire deviner. Donc là, moi, pour le coup, ce serait les petites fourmis. Et mon coéquipier va piocher exactement la même chose en regardant, donc en prenant bien en compte la disposition des cartes. Donc lui, ce serait le train qui est ici. Donc ces cartes-là, on les garde secrets chacun. Et à tour de rôle, on va devoir désigner une carte qui n'est pas, du coup,
notre carte surtout pas, et qui doit donner une indication par contre sur ce que peut être notre carte. Donc là moi pour le coup j'ai les fourmis, je pourrais être joueur et désigner directement le corbeau. Le petit risque c'est que si on pioche, on choisit une carte parmi les 16 ici, on peut tomber sur la carte de notre coéquipier, et si c'est le cas c'est perdu tout de suite. Donc il y a un petit risque à commencer ici. C'est pour ça qu'il y a ces cartes-là sur le côté, pour pouvoir les sélectionner en début de partie sans prendre de risque et donner une indication. Mais là, pour le coup, avec mes fourmis, il n'y a vraiment rien. Après ma première vue, j'ai fait une mise en place rapide sans réfléchir. Donc je vais sélectionner celle-là. Je l'enlève du jeu et je lui demande est-ce que c'est ta carte? Non, c'est bon, donc on est safe. Et donc lui, il sait, je vais la mettre devant moi, que ça, c'est a priori un indice pour deviner la mienne. Donc il va réfléchir, il va se dire ouais, c'est chaud, je sais pas, blablabla. À son tour, il fait la même chose, il va sélectionner une carte, donc lui il va pas prendre de risque, il va prendre celle-là. Il va me faire deviner le train, donc moyen de transport, on va dire, luge-train. Il la met ici, ça va me donner une indication sur ce qu'est sa carte. Et ainsi de suite, on va sélectionner des cartes comme ça. Il y a 2 modes de jeu, il y en a un, il faut réussir à faire en sorte qu'il ne reste plus que nos 2 cartes dans le tableau et c'est gagné. Et il y a un autre mode de jeu où on va compter les points, où on peut décider à tout moment de dire bah c'est bon, moi j'ai trouvé, est-ce que toi aussi oui? Et dans ce cas-là, on va pointer notre carte et on marquera autant de points qu'il y a de cartes encore visibles sur le plateau. Je crois qu'il y a aussi un autre mode, bon bref, plusieurs façons de jouer, mais en gros c'est ça. On doit pas se parler, on doit juste désigner des cartes et essayer de se faire deviner nos cartes. Et bien c'est très efficace et ça marche très bien pour 2 joueurs, c'est très chouette. 19e place, le jeu Hitster. Donc là, c'est un jeu musical. Ça va se jouer avec une application. Ça se joue de 2 à 10 joueurs à partir de 16 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc 16 ans, je sais pas trop pourquoi, parce que bon, ça peut se jouer, je pense avant, ça va dépendre des chansons, je pense qu'il y a dedans. Bref, vous avez dans le jeu tout un tas de cartes, comme celle-ci, avec des petits QR codes derrière. Et au recto, vous allez avoir le nom d'une chanson, sa date de sortie et le nom d'une chanson, pardon, sa date de sortie et l'interprète, du coup, ou le groupe. But du jeu, réussir à classer ces cartes devant soi par ordre chronologique. Donc, au début d'un tour, il y a un joueur qui va scanner, donc ça peut être lié à Spotify, donc appli de musique sur votre smartphone, va scanner le QR code avec son appli de musique, ça va lancer la musique. Et donc le joueur dont c'est le tour va devoir essayer de deviner le nom de l'interprète, le nom de la chanson pour gagner des petits jetons bonus. S'il y arrive, ça va lui permettre, ces jetons bonus, de changer de carte à certains moments. Enfin, il y a plusieurs utilités à ces jetons bonus, je vous passe les détails encore une fois. Et son but surtout, ça va être de réussir à placer la carte chronologiquement, à gauche ou à droite des cartes qu'il a déjà placées, ou les insérer entre plusieurs cartes, au principe de timeline, hein, s'il y en a qui connaissent. Mais du coup musical. Donc là, si vous aimez un peu la musique, si vous voulez tester votre culture musicale, un très bon petit jeu aussi. Sachant que ça couvre, donc là c'est le jeu des hits, c'est assez varié, il y a tous les genres, toutes les musiques, toutes les époques. Il y a une version spéciale chanson française, je crois, et après je crois qu'en VO il y a d'autres versions qui sont sorties, il y a une version spéciale musique de l'été, là, chanson de l'été, et une version plaisir coupable, je crois, qui doit être un peu rigolote. Ils sont pas encore en français pour le coup. Enfin, peu importe vu le type de jeu. Voilà, c'est tout. Donc vous scannez une chanson, elle va être lancée, vous allez l'écouter, vous allez devoir essayer de deviner qui, quoi, comment, et la placer chronologiquement dans votre plateau. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur arrive à avoir, je crois, 10 cartes devant lui alignées, un truc comme ça. Bon. Honnêtement, les points, c'est pas très important dans ce genre de jeu. Et voilà, c'est tout pour ce jeu-là. C'est original et qui fonctionne très bien. Roll and Bump, 18e, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Les parties d'environ 30 minutes. Donc là, on est dans une revisite du Yams. Donc clairement, un jeu qui aurait pu figurer dans mon classement des meilleurs jeux 2D, mais pour le coup, j'y avais pas testé encore. Donc voilà, je rattrape le coup ici. Un jeu qui se joue très simplement en lançant, donc vous avez chaque joueur à 5 dés que vous allez lancer. Et vous avez droit à 3 lancers, comme au Yahtzee, au Yams. À chaque lancer, vous pouvez conserver les dés qui vous intéressent, relancer une partie ou la totalité, peu importe. Et au bout des 3 lancers, vous allez pouvoir attribuer les dés sur les différentes cartes visibles sur le plateau. Donc une mise en place à faire au début. Vous avez la carte 15 unique ici, qui correspond du coup au Yams, c'est-à-dire à avoir 5 dés de valeur identique. Et ensuite, vous faites des petits tas de cartes
aléatoires où vous allez avoir différents types de façons de récupérer les cartes. Donc quand il y a une valeur de dé inscrite dessus, il suffit d'avoir tout simplement le dé de la bonne valeur à placer dessus pour essayer de la récupérer. Quand vous avez des dés qui se suivent comme ça, c'est des suites. Donc là, une suite de 3 dés, ici une suite de 5. Et que vous avez des dés placés côte à côte sans face, c'est des dés de valeur identique, la même façon que le 15 ici, que vous allez pouvoir placer. Donc ici, avec mon lancer, je vais pouvoir placer par exemple mes 3-5 ici, parce que j'ai 3 dés de valeur identique, et mes 2-4, pour le coup, j'ai pas grand chose à faire avec, parce qu'il y a rien, il n'y a pas de valeur 4, et il n'y a pas de double. Donc là, je vais pouvoir les attribuer au petit dé blanc qui est ici. Une fois que j'ai placé mes dés, c'est au joueur suivant. Je récupère pas les cartes tout de suite. Le joueur suivant, il va aussi faire ses lancers, et il va aussi essayer de placer les dés. Et il va pouvoir éventuellement essayer de me sortir des cartes où je me suis placé. Pour ça, il faut qu'il fasse des valeurs strictement supérieures à ce que j'ai déjà placé. Ici, j'ai mis 3-5. Pour me dégager, il va falloir qu'il mette 3-6. S'il y arrive, je vais récupérer mes dés, et tant pis, j'aurai pas la carte. Même chose pour le dé blanc. Le but c'est d'avoir une valeur strictement supérieure à celle de l'adversaire qui est placé. Le dé blanc, quand on le gagne, ça nous fait un dé supplémentaire à lancer à notre tour, tout simplement pour avoir plus de chances de scorer. Et on va tourner comme ça. Quand revient notre tour, si on a encore des dés placés sur les cartes, c'est à ce moment-là qu'on va récupérer les cartes. Donc là, hop, cette carte-là, je la récupère. Je récupère aussi tous mes dés. Si la personne m'avait pris ma place, je récupère aussi le dé blanc. Et je relance les dés une nouvelle fois pour essayer d'avoir de nouvelles cartes. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points en fin de partie. Les points, c'est les points indiqués sur chacune des cartes, plus des points par collection de cartes de couleurs identiques. Donc il y a 4 couleurs dans le jeu, le noir, le rouge, le orange et le bleu. La 15, là du milieu, c'est un joker qui pourra aller dans n'importe quelle couleur. Et sinon, en fonction du nombre de cartes que vous avez dans chaque couleur, vous allez marquer plus ou moins de points. Si vous collectionnez les cartes rouges et que vous arrivez à en avoir 7 à la fin de la partie, par exemple, vous marquerez 28 points supplémentaires. Donc voilà, un jeu de collection de cartes et de Yams, un mélange des deux, un peu hybride. Très chouette dans son genre, un bon petit filler en jeu de dés, très, très intéressant. 17e position, Maudit Maudit, pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Donc là, on est dans le principe du jeu de pyramide, donc un jeu d'association d'idées, de mots, dans lequel il va falloir essayer de faire deviner un mot bien précis en donnant un nombre d'indices bien précis. Donc là, le joueur dont c'est le tour va prendre la boîte de jeu qui sert à jouer, va retourner la première carte ici, et ça va lui donner la possibilité de faire deviner un des deux mots correspondant au symbole ici. Donc soit il va faire deviner le mot correspondant à la grenouille, soit le mot correspondant à l'étoile. Il va choisir, et en dessous, on vous dit en combien de mots il va devoir réussir à le faire deviner exactement pour marquer des points. Donc là, par exemple, s'il choisit la grenouille, donc le mot chaussure, il va devoir le faire deviner donc aux autres joueurs en donnant 2 indices exactement. Un indice, c'est quoi? C'est tout simplement un mot. Donc il va devoir, dans un premier temps, dire un mot. Il va pouvoir, dire le mot course, par exemple, pour le premier mot. Chaque autre joueur va avoir la possibilité de donner une réponse. Si un des joueurs arrive à donner la bonne réponse dès le premier indice, le joueur en question a perdu, celui qui a deviné par contre gagne des points. Si par contre personne n'a trouvé, j'ai droit de donner un deuxième indice, et à mon deuxième indice, il va falloir que quelqu'un trouve pour que je marque des points. Si c'est pas le cas, c'est perdu pour moi, et je passe la boîte à mon voisin, et j'ai pas marqué de points à ce tour-là. Donc voilà, tout simple, le principe, je vous dis, de pyramide, si vous connaissez le jeu télévisé. Il y a des petites règles en plus, des petites cartes à attribuer éventuellement. Donc là, si le but c'est de faire deviner le mot cube en 5 indices, il y a un principe de mauvaise foi. Si jamais vous donnez des indices qui sont vraiment trop éloignés du mot que vous devez faire deviner pour faire durer, on peut vous accuser, vous donner la tuile malédiction qui vaudra moins 4 points en fin de partie si vous l'avez toujours. Voilà, des petites règles en plus, mais rien de très compliqué. Voilà, un bon petit jeu d'association d'idées, de mots intéressant. Donc là, pareil, j'ai fait déjà 2 vidéos de jeux de ce type-là, donc de jeux de mots, avec tout un tas de jeux. J'ai sélectionné celui-là parce que ça me paraît être un des plus faciles à sortir. Il y en a encore un ou 2 autres qui vont arriver dans le classement. Pour moi, c'est les jeux quand même très simples à sortir et très intéressants. 16e position, le jeu Déclic pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc plutôt 4 joueurs, je pense, le minimum. 3, c'est un peu limite. Vous allez voir dans le genre simplicité, efficacité, celui-là, il est pas mal du tout. Vous avez juste pour le matériel une petite cible en mousse à placer au milieu de la table, accessible à tous les joueurs, et un paquet de cartes. Donc il y en a plein dans la boîte, j'en ai sorti juste un certain nombre.
Il y aura à chaque tour un joueur qui va pas jouer, qui va juste lire la question. C'est des cartes avec des questions. Chaque fois, il y a 4 questions par carte. Et il faudra déterminer au début de la partie avec quel numéro on va jouer. Et surtout, il faudra déterminer au début de la partie quelle main veut dire vrai et quelle main veut dire faux. Parce que ce sont que des questions par lesquelles on peut répondre par vrai ou faux. Et donc on va déterminer, par exemple, la main droite ce sera vrai et la main gauche ce sera faux, pour tout le monde. À partir du moment où le joueur qui a le tas de cartes va poser la question, tous les joueurs, le plus rapidement possible, vont devoir taper sur la cible avec la bonne main pour marquer un maximum de points. Donc là, par exemple, je pourrais dire un exemple de question, je porte une bague ou un anneau. Donc là, quand il y a jeu, ça concerne le lecteur. Donc je porte bien un anneau, donc il faut que tous les joueurs, rapidement, le plus rapidement possible, tapent avec leur main droite. Donc les mains vont s'empiler en haut, on risque de se faire même un peu mal par moment si on joue avec des violons. Et donc on laisse les mains et le joueur qui a la carte va attribuer les points. Donc il faudra un petit bloc-notes pour noter les scores de tout le monde. Le joueur qui a tapé le plus vite, s'il s'est pas trompé, il va marquer autant de points que le nombre de joueurs autour de la table. S'il s'est trompé, il perdra autant de points que le nombre de joueurs autour de la table. Le joueur suivant marquera le nombre de points correspondant, moins 1. Et à chaque fois, plus on est lent, moins on marque de points en fonction du nombre de joueurs. C'est tout pour les règles. Donc on va faire plusieurs tours, plusieurs manches, on détermine combien de tours on va faire. Et les questions sont faites pour justement semer un peu le doute et faire hésiter entre vrai ou faux. Typiquement, il fait plus de moins 1 dehors. Donc, les tournures négatives, souvent ça peut mettre un peu le bordel. Votre voisin de droite n'est pas une femme. Donc dans le cerveau, il faut percuter quand même par rapport à l'endroit où on est assis autour de la table, gauche, droite. Et ce qui est marrant, c'est qu'au milieu de la partie, on peut décider d'inverser les mains et de dire que la main gauche veut dire vrai, la main droite veut dire faux, contrairement au début de la partie. Et là, généralement, tout le monde est perdu et c'est plutôt drôle. Donc un excellent petit jeu d'ambiance, très rigolo. Deuxième position, le jeu Sushigo Party plus précisément, parce que il y a plus de choix et plus de variété, mais Sushigo tout court, ça suffit. Un jeu de draft, simple et rapide. Donc Sushigo Party, la particularité c'est que vous allez pouvoir varier un petit peu les différentes cartes avec lesquelles vous allez jouer. Vous avez des petites tuiles comme ça pour changer le scoring en fait. Donc voilà, il y a différentes façons de marquer des points. Donc vous déterminez en début de partie quelle tuile vous voulez utiliser à quel endroit. Vous avez 3 appetizers. Alors moi j'ai la version en anglais, mais je suis presque sûr qu'il existe aussi en français, hein, le parti. Et vous allez prendre du coup les cartes correspondant aux tuiles que vous allez jouer. Donc voilà, les nigiri sont tout le temps, hein. Les maki, les sashimi, et voilà, c'est tout dans l'univers des sushis. Vous mélangez toutes ces cartes en début de partie, et vous allez en distribuer un certain nombre à chaque joueur. Et chaque joueur va devoir choisir une carte qui place face cachée devant lui. Donc on fait ça, il dévoile sa carte, on passe le tas de cartes à son voisin, on en reçoit un nouveau, et on va drafter comme ça les cartes de façon à en avoir un certain nombre. À la fin de chaque manche, on va compter les points en fonction des collections de cartes, tout est indiqué là. Donc on vous dit que les sashimi, si vous en avez 3, ça vous fera 10 points. Les tempura, si vous en avez 2, ça fait 5 points. Les dumplings, si vous en avez qu'un, c'est 1 point, 2 c'est 3 points, 3 c'est 6 points, ainsi de suite. Les nigiri, donc c'est en fonction du type, c'est 1, 2 ou 3 points. Les maki, donc les maki, il y en a plus ou moins en fonction des cartes, de 1 à 3. À la fin de la manche, celui qui en aura le plus gagnera 6 points, le second gagnera 3 points, les autres auront rien. Ça c'est si on joue de 2 à 5. Si on joue de 6 à 8, ça sera différent, oui, parce que le jeu peut se jouer, je vous l'ai dit, jusqu'à 8, de 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Et donc voilà, faut optimiser sa main de cartes, sélectionner les bonnes cartes pour marquer un maximum de points. Les desserts sont scorés tout à la fin, donc les desserts sont les seules cartes qu'on garde d'une manche à l'autre. On fait, je crois, 3 manches, et celui qui a le plus de points en fin de partie gagne la partie. Le draft dans sa plus grande simplicité, très efficace, très chouette. Et je vous dis, la version partie est sympa parce que ça renouvelle pas mal en fonction des différents types de cartes à jouer. Sushigo numéro 15. 14e position, le jeu Smart 10, donc un jeu de quiz pour 2 à 8 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc voilà, des jeux de quiz a priori sont tous quand même facilement sortables, hein, que ce soit Trivial Pursuit, tu te mets combien, enfin tous ces jeux-là. J'en ai sélectionné un, j'ai sélectionné celui-là parce que je trouvais que c'était le plus original et le plus simple encore à sortir. Donc là, chaque joueur ou en équipe, comme vous voulez, va devoir essayer de répondre à la question qui est posée au centre de la carte ici,
en essayant de dire si donc c'est vrai ou faux, en enlevant les petits pions qu'il y a à côté. Donc là, on vous dit est-ce un dessert par exemple, vous avez des noms de desserts un peu tordus, et il vous faut essayer de savoir, voilà, vous dites bah oui, celui-là c'est un dessert, hop, vous avez validé, vous gardez le jeton, ça vous fait un point. Puis c'est au joueur suivant de tenter sa chance et d'essayer de dire si ce qu'il pense être un dessert ou pas. On va marquer plus ou moins de points. À son tour, on peut décider quand revient son tour, de continuer à essayer de marquer des points. Sauf que si on se trompe, on perd tous les points qu'on a gagnés précédemment. Donc il faut savoir, il y a un peu de stop ou encore, il faut savoir à un moment donné s'arrêter, dire bon, je garde mon petit point, je m'arrête là, et les autres vont essayer de marquer des points. On a le petit marqueur de points de victoire donc qui est autour, donc on peut jouer jusqu'à 4 équipes différentes. Quand vous avez terminé, vous pensez bien à remettre tous les petits pions aux bons endroits avant de faire glisser la carte, pour pas avoir les réponses affichées. La carte, vous la remettez dessous, et vous avez tout de suite la carte suivante qui apparaît, et vous allez pouvoir faire un nouveau tour. Vous déterminez un nombre de points à atteindre pour finir la partie, et c'est à peu près tout. Donc voilà, un petit jeu de quiz un peu original, simple et efficace. En 13e position, le jeu Podium, donc un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 14 ans, partie d'environ 15-20 minutes. Là, on est plus dans un jeu d'ambiance, à base de questions, à base de quiz, mais c'est quand même plus ambiance que culture, on va dire. Vous avez des questions donc de 2 types. Vous avez des questions rouges qui sont basées sur des sondages faits auprès des gens, et les questions vertes qui sont, elles, basées sur des faits, donc avec des réponses bien précises. Chaque joueur va avoir une petite feuille comme celle-ci, donc ça va se jouer en 8 manches, et à chaque fois, un joueur va poser une question, et les joueurs vont essayer de trouver les réponses les plus adaptées. Donc là, par exemple, si on choisit la question rouge ici, ça vole. Il faut essayer de deviner ce que les gens qui ont été sondés, du coup, ont répondu en plus grand nombre. Donc là, vous avez à chaque fois devoir mettre le jeu Podium, donc 3 réponses, de la plus répandue à la moins répandue. Donc là, pour le coup, ça vole. On pourrait tenter, je sais pas moi, avion, oiseau et hélicoptère. Donc chaque joueur va faire ça de son côté, et ensuite on va regarder la réponse tout simplement. Donc on a oiseau, avion et insecte pour le coup. En fonction du nombre de réponses correctes aux bons endroits, on va marquer plus ou moins de points. Et on aura évidemment des petits bonus à appliquer. On peut décider à tout moment dans la partie, une fois par partie, de cocher son bonus top 1 pour gagner 2 points supplémentaires si jamais on a bien le numéro 1. Doubler ses points si jamais on pense avoir vraiment les bonnes réponses, on doublera tous ses points. Miroir, miroir, c'est si on est complètement aux fraises sur une question, on peut copier les réponses d'un autre joueur. Et podium piégé, donc ça c'est un petit bonus qu'on va pouvoir faire une fois dans la partie. Si jamais on a le podium parfait, c'est-à-dire on a bien premier, deuxième et troisième dans l'ordre, on l'annonce à tout le monde, et dans ce cas-là, on aura droit à une petite question bonus rien que pour nous, où un joueur va pouvoir regarder les réponses avant de nous poser la question, et changer une des réponses. Et notre but, ça va être essayer de trouver quelle est la réponse qui a été changée. Donc c'est plutôt rigolo. Donc voilà, vous avez tout un tas de questions différentes. Il y en avait au Moyen-Âge. Donc dans les faits, vous avez voilà le pays les plus robotisés au monde. Donc là, on est sûr de la réponse. Les pays où on se déplace le plus en vélo. Donc des questions plus ou moins loufoques, plus ou moins intéressantes, mais souvent drôles. Et voilà, c'est vraiment un jeu où généralement on se marre bien en fonction des réponses. Donc un bon petit jeu d'ambiance, plutôt pour 4 à 8 joueurs plutôt. À 2, c'est pas très intéressant. Donc podium. 12e position, le jeu Cracklist. Donc un mélange parfait du petit bac et du Uno. Donc le jeu familial par excellence. Vous avez un tas de cartes listes avec des thèmes et un tas de cartes lettres, comme celle-ci. Vous avez donc des lettres, vous avez des petites cartes spéciales pour inverser le sens du tour, comme dans le Uno. Donc les lettres, plus elles sont compliquées, plus elles vont permettre de donner des malus aux adversaires. Donc vous voyez, le Z, ça fera piocher 3 cartes aux joueurs de notre choix. Carte stop pour faire sauter un tour à un joueur. La carte Cracklist, ça va être pour changer les thèmes quand on n'est plus trop inspiré. Vous avez les cartes swap aussi, je crois, il n'y en a qu'une, qui va vous permettre de changer votre main de carte avec les cartes d'un adversaire. Et vous avez les cartes joker qui permettent de prendre la lettre de notre choix en appliquant toujours les petits malus. Donc chaque joueur va commencer avec une main de cartes.
Je crois que c'est 7 cartes, un truc comme ça. Et on va déterminer un premier thème. Donc vous avez à chaque fois 3 choix, dans métier de la médecine, star de la TV ou nom de boisson. Donc on pourrait partir sur les noms de boissons par exemple. Et à son tour, le but du jeu c'est de vider sa main de cartes, comme au Uno. À son tour, on va devoir défausser des cartes en annonçant un mot qui commence par la lettre de la carte qu'on vient de défausser et qui correspond au thème. Donc voilà, on fait ça, chaque joueur fait ça. Si un joueur n'arrive pas à trouver de mots, ben, il va piocher une carte, donc ça va le ralentir dans sa progression. Si on arrive à placer une carte avec un +1, on va pouvoir décider de donner une carte de la pioche au joueur de notre choix pour l'handicaper. Et c'est à peu près tout. Donc ultra efficace, ultra familial, un très bon petit jeu, un très bon mélange de genres. 11e position, le jeu Fun Facts. Donc là, clairement un pur jeu d'ambiance, de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Un jeu plutôt social, donc le but ça va être d'apprendre à connaître les gens avec qui on joue. Donc à jouer généralement avec des gens qu'on connaît plutôt bien, je pense, c'est là où c'est le plus drôle, ou avec des gens qu'on connaît pas trop pour apprendre à les connaître, je sais pas. Dans tous les cas, le principe il est très simple, vous avez tout un tas de cartes questions. C'est un jeu collaboratif, le but c'est de marquer des points tous ensemble. Il va falloir essayer de répondre à ces questions en indiquant donc des valeurs sur nos petits tableaux. Donc chaque joueur va avoir une petite tuile comme celle-ci et un petit marqueur. Et donc par exemple là, on va vous poser la question: combien de paires de chaussures possédez-vous? Donc chaque joueur va devoir écrire secrètement sur sa petite tuile le nombre de paires de chaussures qu'il possède. Et en commençant par un joueur déterminé, on va devoir se placer face cachée, donc le résultat face cachée, au milieu de la table. Et les autres joueurs vont devoir se positionner par rapport au premier joueur. Donc s'ils pensent en avoir plus de paires de chaussures, ils vont se mettre au-dessus. S'ils pensent en avoir moins, ils vont se mettre en dessous. Et ainsi de suite. Et quand ça revient au premier joueur, le premier joueur va pouvoir décider de se repositionner par rapport aux autres. Il a ce petit bonus-là. Et une fois que tout le monde s'est placé, on va révéler dans l'ordre les différentes tuiles et les différentes valeurs. Il faudra qu'elles soient dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc il faut réussir à positionner nos réponses par rapport aux autres pour marquer un maximum de points. En fonction du nombre de suites qu'on va faire, on va noter notre score sur l'étoile, qu'on va incrémenter à chaque tour. Ça va se jouer à un certain nombre de questions. D'autres questions, sur un sprint de 100 mètres, combien de personnes autour de la table pensez-vous battre? Donc là, il va y avoir débat, on va essayer de savoir quelle est la durée de trajet vous effectuez pour vous rendre à votre travail ou à l'école. Donc là, ça va dépendre aussi des joueurs. Depuis combien de temps dure votre plus vieille amitié? Quelle est la superficie idéale de votre logement? Combien de secondes pensez-vous pouvoir tenir sans cligner des yeux? Donc voilà, les questions sont assez originales, assez marrantes. Et ça fait un bon petit jeu d'ambiance pour apprendre à se connaître et pour bien se marrer généralement. Donc numéro 11, Fun Facts. On arrive dans le top 10 avec une animo ou une animo partie. Les deux jeux sont très similaires, vous allez voir, ça se joue les deux de 3 à 12 joueurs. À partir de 7 ans pour une animo, à partir de 10 ans pour une animo partie. La principale différence, c'est que pour une animo, vous allez avoir des illustrations, des petits dessins, en plus du nom qui identifie le dessin. Une animo partie, vous aurez juste du texte. Et vous avez deux types de cartes d'animo partie, des cartes un peu adultes, adultes. Les cartes vertes, c'est plus familial, donc pour jouer avec les enfants. Les cartes rouges, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, rien de très méchant. L'autre différence, c'est que dans une animo de base, il va falloir trouver 8 mots. Dans une animo partie, il faut en trouver 6. Donc voilà, c'est tout ce qui va différer. Le principe, sinon, c'est le même. Chaque joueur va avoir une petite feuille pour écrire ses mots. Ça va se jouer à chaque fois en 3 manches. À chaque manche, on va piocher une carte, donc soit des dessins, soit quelque chose. Et il va falloir essayer de trouver des mots qui nous font penser à cette carte, dans le même thème, dans le même esprit, la même idée. Donc là, c'est par exemple, on pioche la Tour Eiffel, on va devoir écrire 8 mots qui nous font penser à la Tour Eiffel. Donc on va pouvoir marquer Paris, on va pouvoir marquer monument, on va pouvoir marquer un peu tout ce qu'on veut. But du jeu, donc, c'est d'avoir le maximum de mots. Donc de base, dans le jeu, il n'y a pas de minuteur, mais vous pouvez en rajouter un si vous voulez mettre un peu la pression ou accélérer un peu les parties, ça peut être sympa. Et une fois que tout le monde a écrit ses mots, on va faire un tour de table et chaque personne va annoncer tous les mots qu'il a écrits. Et le but, c'est d'avoir le plus de mots en commun avec les autres joueurs. Donc plus vous aurez de gens qui auront écrit le même mot que vous, plus vous marquerez de points. Donc si par exemple pour nous vous annoncez Paris, tous les gens qui ont écrit Paris vont lever la main et vous marquez autant de points que de personnes qui a levé la main, vous inclus. Et vous mettez le score à côté. Ensuite vous dites monument et vous allez voir. Donc le but du jeu, c'est d'être unanime, d'être d'accord avec le maximum de personnes autour de la table, tout simplement.
Vous faites ça 3 manches, et au bout des 3 manches, celui qui aura le plus de points remporte la partie. Donc très très simple. Ce qui est marrant, c'est voilà de pas essayer de trouver des trucs pour le coup tordus et différents, c'est de trouver les trucs les plus évidents, les plus simples. Et en fonction des gens avec qui on va jouer, si on connaît un peu les gens, ben, il va falloir s'adapter. Typiquement, si on joue avec des enfants, on va certainement pas écrire les mêmes choses que si on joue avec des adultes. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Et ben, encore une fois, voilà, très très simple et qui se joue vraiment facilement avec n'importe qui. Et c'est très rare de tomber sur des gens qui détestent ce jeu. Généralement, ça fait l'unanimité, justement. En 9e position, j'ai choisi le jeu Shoten Toten, un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc ça, c'est une vieille édition, une ancienne boîte. Le jeu a été réédité depuis, un peu plus joli. Là, on est clairement dans une sorte de poker pour 2 joueurs, une adaptation du jeu de poker, mais pour 2. Vous allez en début de partie placer les 9 bornes sur la table entre les 2 joueurs. Chaque joueur va récupérer une main de 6 cartes parmi des cartes clans, donc c'est des écossais là, qui vont se mettre sur la tête un petit peu. Ces cartes, elles sont toutes numérotées de 1 à 9 dans, je crois il y a 5 couleurs différentes, ou 6, je sais plus. Peu importe. Donc chaque joueur va en début de partie piocher 6 cartes. J'en ai 7, super. Et à son tour, en commençant par un premier joueur, on va devoir poser une carte en face d'une borne, peu importe laquelle, et repiocher tout de suite une carte. Donc à chaque fois, on aura 6 cartes en main. L'adversaire va faire pareil, il va poser une carte en face d'une borne, peu importe laquelle, et on va alterner comme ça. Au maximum, on pourra mettre que 3 cartes de notre côté en face d'une même borne. Pareil pour l'adversaire. Et le but du jeu, c'est d'avoir la meilleure combinaison de cartes de notre côté par rapport à la combinaison de cartes de l'adversaire sur la même borne. Et les combinaisons de cartes, c'est des combinaisons de poker, mais à 3 cartes du coup. Donc vous avez, s'il y a aucune couleur et aucune suite, ça va être le total des cartes qui va compter. Vous avez ensuite la suite, donc des valeurs qui se suivent, pas nécessairement de la même couleur. Ensuite, vous avez la couleur, c'est-à-dire des cartes uniquement de la même couleur, peu importe les valeurs. Ensuite, vous avez l'espèce de brelan, donc c'est s'il y a 3 cartes de même valeur. Et enfin, la combinaison la plus forte, c'est la suite de même couleur. Le but du jeu, ça va être de remporter 3 bornes adjacentes. Le premier joueur qui arrive à remporter 3 bornes adjacentes a gagné la partie, ou bien de remporter 5 bornes au total. Le premier qui remporte 5 bornes, il y en a 9 au total, donc a gagné aussi la partie. À tout moment, on peut déclarer qu'on remporte une borne si on arrive à prouver à son adversaire que la combinaison qu'il essaye de faire est moins forte que celle qu'on a déjà fini de faire. Il faut qu'on ait quand même nos 3 cartes devant nous. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc assez tactique, il va falloir essayer de voir les cartes qui sont déjà posées par rapport à ce qu'on a en main, voir ce que l'adversaire attend pour essayer de faire sa super combi. Si on l'a en main, on va la garder le plus longtemps possible pour pas lui montrer que c'est nous qui l'avons et qu'elle est pas dans la pioche. C'est très tactique et c'est très intéressant, donc un super petit jeu pour 2 qui se joue vite et simplement. Il y a aussi une variante avancée avec des petites cartes particulières. Donc là, du coup, vous aurez 2 tas de cartes, le tas de cartes normal et le tas de cartes avancées, qui ont des petits pouvoirs. Voilà, vous avez un set supplémentaire, vous avez une carte qui peut prendre la valeur 3, 2, 1, enfin il y a des choses un peu différentes pour varier un petit peu la partie. Notez aussi qu'il y a un Shoten Toten 2 qui est sorti, qui change un petit peu les règles, qui est voilà différent, pas nécessairement meilleur, un peu plus compliqué, mais intéressant aussi. Et si vous voulez encore un peu plus de stratégie et de contrôle, exactement dans la même gamme et dans le même style, même auteur, vous avez Battle Line médiéval qui amène quelques petites subtilités en plus et qui reste sur la même mécanique, super intéressant. 10e position, Lost Seas, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes, avec un graphisme assez clivant, donc voilà, c'est pas esthétiquement ça plaît ou ça plaît pas, mais là pour le coup je m'intéresse que à la mécanique, et la mécanique je la trouve très chouette. Donc au début de partie, vous allez drafter des petites tuiles comme ça, vous piochez, peu importe, vous allez les distribuer à chaque joueur, une première série de 4 tuiles, et le joueur va devoir choisir s'il la met du côté noir ou du côté blanc par rapport au bandeau. Sachant que le côté noir est plus facile, mais le côté noir est plus difficile mais rapporte plus de points, le côté blanc est plus facile, rapporte moins de points. On fait ça une deuxième fois pour mettre cette fois les cartes en colonne, et donc ça va nous donner nos conditions lignes et colonnes pour remplir une grille en fait de 4 par 4. Une fois qu'on a fait ça, c'est la mise en place de départ. Chaque joueur donc a sa petite grille avec les différentes conditions. On va placer les différentes tuiles du jeu, on va en piocher 5 faces visibles. Et en commençant par le premier joueur, donc un joueur va choisir une tuile et venir la placer dans son tableau, à l'endroit de son choix, pour essayer de marquer un maximum de points. Ensuite, c'est au joueur suivant, et donc en fonction du nombre de joueurs, par exemple si on joue à 2, le premier joueur va choisir une tuile
et en défausser une. Puis le second joueur en choisit une et en défausse une, la dernière elle reste, on re-remplit. Enfin bon, il y a des petites subtilités au niveau de la pioche des tuiles en fonction du nombre de joueurs, mais globalement, à son tour, on prend une tuile, on la pose devant nous. Et il va falloir essayer d'optimiser donc le scoring, comme je vous ai dit. Donc là, on vous dit par exemple que dans cette colonne, il faudra pas qu'il y ait de bateau. S'il n'y a pas de bateau dessiné, ici, on marquera 4 points. Ici, on nous dit qu'il faudra qu'il y ait exactement 6 symboles identiques. Donc par exemple, là, je pourrais faire ça et ça. Ben, j'ai 6 pieuvres, donc j'ai rempli la condition. Par contre, si je rajoute encore une pieuvre ici, ben, c'est perdu. Donc voilà, c'est une des conditions. Ici, on nous dit qu'il faudra ni tourbillon, ni bateau, ni pieuvre dans cette colonne. Peu compliqué. Ici, on nous dit que dans cette colonne, il faudra que le symbole présent en plus grand nombre, ce soit des montagnes. Ici, on nous dit qu'il faut que ça vaudra, chaque tourbillon vaudra 1 point. Bon, vous avez compris, je vais pas tout vous les passer. Donc ces tuiles-là, il y en a plein, et les tuiles ici, ben, il y en a plein aussi. Donc il va falloir essayer de placer au mieux pour, à la fin, essayer de scorer un maximum de lignes et de colonnes pour gagner la partie. Donc voilà, c'est assez basique, mais moi j'adore ce petit casse-tête, petit jeu de tuiles, de choix, et assez interactif parce qu'on va pouvoir aussi embêter les joueurs, surtout quand on joue à deux, parce qu'on va retirer à chaque fois une tuile. Donc si on regarde le tableau de l'autre, on peut retirer la tuile qui l'intéresse. Donc c'est plutôt chouette. 7e position, trio, pour 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties de 15 minutes. Best-seller, donc qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a eu l'As d'or. Voilà, c'est le nouveau jeu familial par excellence. Pour la mise en place, vous allez distribuer un certain nombre de cartes aux joueurs en fonction du nombre de joueurs, et mettre un certain nombre de cartes face cachée au centre. Donc ces cartes sont des cartes numérotées de 1 à 12, avec des couleurs pour chaque numéro. Et à son tour, un joueur va avoir 2 possibilités. Soit il va demander la plus petite ou la plus grosse carte à un autre joueur, soit il va piocher une carte au hasard au centre de la table. Son but, c'est d'essayer de trouver les 3 cartes identiques à chaque fois. Donc chaque numéro est présent en 3 exemplaires dans tout le jeu. D'où le nom trio. À savoir, le jeu, à la base, c'est un jeu japonais qui s'appelle Nana, qui veut dire 7, du coup rien à voir avec trio, parce que on peut gagner directement si on arrive à avoir les 3 sets. Bon, c'est une autre règle. Sinon, un joueur gagne la partie dès qu'il arrive à avoir 3 trios de cartes devant lui, récupérer 3 fois 3 cartes. Donc soit 3 fois 3 cartes, soit les 3 sets. Bref, à son tour donc, je peux demander, par exemple, au joueur de droite de me montrer sa plus grande carte. Donc il va me montrer sa plus grande carte, il la montre à tout le monde, donc c'est un jeu basé aussi sur la mémoire, même beaucoup. Il me montre un 10. Là, tout va bien, la première carte, il n'y a jamais de souci. Et là, coup de bol, moi j'ai les 2 autres 10. Donc je dis, ben moi je montre ma plus grosse carte et ma plus grosse carte, boum. J'ai les 3 10, je les mets devant moi, j'ai gagné une manche, c'est au joueur suivant de jouer. Le joueur suivant, il va pouvoir me demander ma plus grosse carte aussi, donc je vais lui montrer mon 9. Ensuite, il va pouvoir demander à un autre joueur sa plus grande carte, ou alors me redemander à moi ma plus grande carte s'il pense que j'en ai un autre. Ou il va pouvoir, s'il veut, tenter, il va tenter de regarder ici. Perdu, c'est un 5. À partir du moment où c'est perdu, on recache les cartes, on récupère, c'est les joueurs qui ont montré, récupèrent leurs cartes, et c'est au joueur suivant. Donc là, j'ai identifié qu'il y avait un 5 ici. Je reçois à faire la même chose. Donc moi, le 5 c'est mon plus petit numéro, je peux demander le plus petit numéro d'un autre joueur, par exemple. Mettons, lui, il me sort son plus petit numéro, c'est un 4. J'ai essayé de faire les 5, c'est un peu raté, mais je vais quand même essayer de trouver les autres 4, donc je peux essayer de tenter un truc ici, c'est un 9, c'est perdu. Bon bref, vous avez compris. On va devoir demander soit sa plus grande carte, soit sa plus petite carte à chaque joueur. Les joueurs doivent les montrer. Si on arrive à trouver les 3 identiques dans un même tour, on les gagne. Et le but, c'est de gagner 3 fois 3 cartes. Ça, c'est la règle de base qu'on peut jouer donc de 3 à 6. Et après, il y a une petite règle, je vais pas l'expliquer, mais il y a une petite règle aussi pour jouer en équipe qui est très sympa aussi. C'est tout simple. On demande la plus petite, la plus grosse carte, ou alors on pioche au milieu. C'est se souvenir où sont les cartes pour essayer de les gagner le plus facilement possible. Très efficace, un bon petit jeu familial. 6e position, le jeu For Sale pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Un jeu d'achat et vente, un jeu un peu d'enchère. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le plus d'argent en fin de partie. Donc en fonction du nombre de joueurs, vous allez commencer avec un certain nombre de billets, donc des billets de 1000$. Et vous allez mettre en vente un certain nombre de maisons, enfin d'habitations on va dire, parce que c'est pas que des maisons. Vous avez tout un tas de cartes, donc qui sont numérotées de 1, le carton, tout pourri,
à 30 la station spatiale, donc le truc fou. Et vous avez des choses intermédiaires, donc les illustrations sont plutôt chouettes, et c'est différents types d'habitations, voilà, un peu rigolote. Donc la première phase, ça va être une phase d'achat où on va devoir acheter des maisons, et la deuxième phase, ça va être une phase de revente où on va essayer de revendre ces maisons en tirant le plus de profit possible. Donc pour la phase d'achat, première phase, c'est un principe d'enchère. Donc le premier joueur, on va piocher autant de cartes face visible qu'il y a 2 joueurs, donc admettons 3. Un premier joueur va pouvoir faire une enchère et dire bon, moi je vais miser 1000 $. Le second joueur doit soit miser plus, soit passer. S'il mise plus, ben voilà, il dit ben moi je mets 2000. Et on continue. Si un joueur décide de passer, il va devoir prendre la carte de plus petite valeur disponible. S'il décide de passer alors qu'il a déjà misé de l'argent, donc admettons on en est là, moi je mets 4000, parce que quand on revient à son tour, on peut rajouter de l'argent, hein, donc là j'en suis à 4. Lui, ça revient à lui. Il veut pas mettre plus de 4000, donc il décide de passer. Dans ce cas, il récupère cette carte et il perd, il regagne la moitié de l'argent qu'il a misé, et le reste est perdu, la moitié arrondie à l'inférieur. Le joueur suivant, il décide de passer aussi, il va récupérer cette carte, il perd la moitié, il récupère la moitié de son argent arrondi à l'inférieur et il efface le reste. Et le vainqueur de l'enchère, il prend la carte de plus haute valeur, donc ça c'est cool, par contre il perd tout ce qu'il a misé. Enfin, il dépense tout ce qu'il a misé. Et donc on va petit à petit, donc les cartes qu'on récupère, on les met face cachée, et petit à petit on va récupérer un certain nombre de maisons. Donc on récupérera à chaque fois de toute façon chacun une maison, mais de plus ou moins haute valeur. Donc là, si on en est ici, donc elles sont toutes à peu près équivalentes, de valeur à peu près sympa. Donc ça sert peut-être à rien de miser beaucoup, donc moi je mets, on va dire 1000 parce que j'ai envie de prendre la plus grosse. Lui il peut passer tout de suite, comme ça il mise rien, et il prend directement celle-là. Lui il fait pareil, il prend directement celle-là. Moi je prends celle-là, elle m'a coûté que 1000, c'est cool. On va faire ça jusqu'à ce que chacun ait récupéré un certain nombre de cartes maison. Et dans ce cas-là, on passe à la deuxième phase, et à la deuxième phase, on va mettre des billets, des chèques, à dispo. Donc dans le même principe, on va mélanger les billets, on va en placer 3 au milieu, et ces billets, ben, c'est pareil, ils ont des valeurs, donc là pour le coup, beaucoup plus importantes que ce qu'on avait au départ. Les dollars qui nous restent, on les met de côté, on s'en servira plus. Là maintenant, on va devoir chacun choisir une carte de notre main face cachée. Et ce qui va être important, c'est les différentes valeurs. Donc, admettons, moi je choisis celle-là. Lui, on va lui faire choisir un truc au pif, on s'en fout. Celle-là, et lui, celle-là. Donc, tout ça face cachée. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on les révèle. Et la carte de plus haut numéro récupère le chèque le plus important. Donc là, moi, mon 23, je récupère 12 000. Le deuxième récupère le deuxième chèque, 8 000. Et le troisième chèque, 6 000. Et donc les cartes sont dépensées, on peut plus les utiliser, on les met de côté, et on continue avec les autres cartes qu'on a en main. Donc il va falloir essayer de choisir les bonnes cartes au bon moment pour récupérer les meilleurs chèques, sachant qu'il y a des chèques de 0, ça peut faire mal, et le maximum je crois que c'est 15 000. Et donc en fonction de la façon dont vont sortir les chèques, parce que si vous, admettons vous avez un 15, 12 et 13, ils sont tous quand même super intéressants, donc c'est peut-être le moment de jouer vos petites cartes pourries, d'en revendre votre carton pour 12 000 $, ça peut valoir le coup. Si par contre vous avez des grands écarts, voilà, si vous avez 15, 2 et 9, bon ben là il va falloir bien réfléchir à quelle carte vous voulez jouer, quelle carte vous voulez garder pour la manche d'après. Donc voilà, c'est efficace, achat et vente, un peu d'enchère, but du jeu, avoir le plus d'argent. À la fin on va compter le total de nos chèques plus les billets qui nous restent, celui qui a le plus d'argent est déclaré vainqueur. Super jeu. Numéro 5, Dictopia, un jeu pour 1 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ un quart d'heure. Un excellent jeu de mots, donc très épuré, très simple, très efficace. Vous allez avoir un certain nombre de cartes à distribuer à chaque joueur en début de partie, donc ce sont des cartes avec des lettres. Il y a 2 lettres à chaque fois par carte. Et vous allez avoir un petit minuteur, donc vous avez une application pour avoir une petite musique d'ambiance éventuellement. Et pendant le temps donc de ce minuteur, il va falloir essayer de créer des mots. Donc à la première manche, ça va être n'importe quel mot, peu importe, il n'y a pas de souci. Bon, je vais pas le faire là, sinon je vais perdre du temps, on s'en fout. Chaque lettre qui va composer, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les cartes évidemment, sinon ce serait un peu dur. Mais chaque lettre que vous utiliserez, chaque carte que vous utiliserez vaudra 1 point. Et ensuite, vous allez regarder le nombre d'yeux qui sont inscrits sur le dos de la pioche ici. Et si vous arrivez à avoir le même nombre avec les lettres que vous avez utilisées, vous voyez en bas de chaque lettre vous avez des yeux ici, ben vous marquez 3 points supplémentaires, tout simplement.
Donc des fois, ça peut valoir le coup de faire un mot un peu court pour avoir le bon nombre d'yeux et marquer les points supplémentaires. Ça, c'est pour la première manche. À partir de ça se joue en 5 manches. À partir de la deuxième manche, il y aura une petite carte bonus qui sera tirée, qui va donner une contrainte qui vous fera marquer des points supplémentaires si vous y arrivez. Donc là, si vous êtes dans le champ lexical du végétal avec le mot que vous créez, vous marquerez 3 points supplémentaires, en plus des points des lettres et des points des yeux. Deuxième manche, pareil, il y aura un nouveau thème, écrire en langue étrangère. Donc il faudra écrire un mot en langue étrangère. Donc c'est un peu original, ça fera 3 points en plus. Voilà, vous avez plusieurs thèmes. Là, voilà, complétez la phrase. J'ai perdu mon, ma ou mes, et quelque chose, faut que ça matche avec la phrase. Il y a plein de thèmes. Quelque chose au féminin, peu importe. Et la dernière manche, il y aura même 2 thèmes en même temps. Voilà, on fait le total des points à chaque manche. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Ultra simple, ultra efficace, vraiment un des meilleurs jeux de mots que je connaisse. Vous avez une alternative avec Gutenberg aussi, qui est très cool. Un peu plus long et un peu plus technique, mais c'est vraiment dans le même esprit, c'est très chouette aussi. 4e place, Link, la nouvelle édition donc du jeu d'association d'idées. J'ai fait déjà la vidéo règle sur la chaîne, si vous voulez du détail, mais en gros, ça se joue de 4 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Chaque joueur va avoir un petit carnet et on va déterminer un numéro aléatoire au début qui va donner éventuellement un mot. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous allez regarder si en face du numéro 11 là qu'on a tiré, vous avez un mot. Si vous en avez un, c'est que vous êtes un espion. Si vous en avez pas, c'est que vous êtes un innocent. Donc là, il en a pas, lui, il est innocent. À chaque fois dans une partie, il y aura 2 espions et les autres joueurs seront tous des innocents. Et le but du jeu, ça va être pour les innocents de trouver les 2 espions et pour les espions de se trouver l'un l'autre. Et ça fera marquer plus ou moins de points. Pour ça, on va faire 2 tours de table, et à chaque tour de table, chaque joueur va devoir écrire un mot. Donc celui qui veut, mais logiquement, les espions vont devoir trouver un mot qui correspond au mot qu'ils vont avoir sur leur carnet. Parce que leur but c'est de se trouver, et pour se trouver leur seul moyen c'est de se faire passer des infos pour être sûr qu'ils ont bien le même mot en commun. Et le but des innocents, ça va être d'essayer de brouiller les pistes et d'identifier les mots qu'essayent de faire deviner les 2 espions, tout simplement. Donc on fait un premier tour, on écrit chacun un mot. Il y a un petit feutre Velleda dans la boîte. Deuxième tour, un deuxième mot. Et au bout des 2 tours, on va devoir pointer tous ensemble au même moment les joueurs qu'on pense être les espions. Et en fonction, on marquera des points. Donc je rentre pas dans les détails. Si je vous dis, vous avez la règle en détail expliquée sur la chaîne. Très simple. Et encore une fois, un bon petit jeu d'association d'idées. J'adore ce genre de jeu. Ça se sort très facilement. Et la nouvelle édition, parce que le jeu est quand même assez ancien, la nouvelle édition est vraiment excellente avec ces petits carnets qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était juste des cartes. Donc voilà, si vous connaissez pas, allez-y. Si vous avez l'ancienne édition, allez-y aussi. On arrive dans le top 3 avec Just One. Just One pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes. Donc pareil, un best-seller, je pense qu'il commence à être bien connu maintenant. Très bon jeu d'ambiance, coopératif, jeu d'association d'idées aussi. Là, vous allez devoir marquer un maximum de points parmi les 13 cartes que vous allez sélectionner en début de partie. Donc vous les mettez face cachée. Un joueur va pouvoir piocher une carte sans la regarder, la montrer aux autres et choisir un numéro de 1 à 5. Donc sur les cartes, il y a des mots, tout simplement. Donc il va choisir un numéro, par exemple le numéro 2, ce serait police. Donc lui, il le sait pas. Les autres joueurs voient le mot qu'ils doivent essayer de lui faire deviner. Et pour ça, ils vont écrire, sans se concerter sur leur chevalet, un mot qui correspond du coup au thème, mais sans être trop évident, parce que la subtilité, c'est qu'une fois que tout le monde a écrit son mot, le joueur qui doit deviner va se cacher les yeux, regarder ailleurs, peu importe. Et tous les joueurs vont se montrer les mots qu'ils ont écrits. Et s'il y a des mots en commun, ils sont éliminés. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être montrés pour deviner. Donc voilà, il va falloir faire attention à trouver des idées un peu tordues pour que le joueur puisse deviner, mais sans que les autres aient trouvé le même mot que vous. Enfin voilà, c'est toute une petite gymnastique à faire et qui rend le jeu super intéressant, super original. Et voilà, un très bon jeu qui marche avec tout le monde. Je connais personne qui n'a pas aimé ce jeu. Donc numéro 3, Just One. Numéro 2, Gribouillis Chrono, un petit jeu de dessin, donc petite boîte qui s'emporte partout, qui se joue très vite, donc les parties durent environ 15 minutes. Ça se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à un nombre illimité. Vous allez avoir chacun une petite feuille, toute petite, un crayon, que vous mettez dans la boîte, et ça va se jouer en 3 manches. Première manche, on va distribuer une carte facile à tout le monde, et chaque joueur, en même temps, va avoir 1 minute, donc on va mettre un compte à rebours, pour dessiner 10 choses qu'il a marqué sur sa carte. Et à chaque fois, vous avez un thème. Donc ici, ce sont par exemple les choses qui commencent par C. Vous avez du café, une chaise, un calendrier, un cake, un crayon, un château, un chocolat, cinéma, concombre et couteau. Donc au top,
il va falloir dessiner un maximum de ces choses-là. Une fois que la minute est finie, donc en gros ça fait 6 secondes par dessin, ça va très vite, c'est pour ça que c'est tout petit, vaut mieux écrire petit, être efficace. On lâche les crayons, on a juste à écrire le thème sur sa feuille, donc les gens qui vont essayer de deviner vont avoir au moins une indication, donc là on écrit chose qui commence par C, et on passe la carte à son voisin, enfin sa feuille, ses dessins à son voisin, chacun fait ça, et du coup chacun, en même temps encore, va essayer de deviner à quoi correspond chacun des dessins qu'il a reçus. Ensuite, on passe à la résolution, donc on dit si on a bien deviné. Si on a bien deviné, ça fait 1 point par chose devinée pour la personne qui a deviné et pour la personne qui a dessiné. Et donc chacun va marquer à chaque fois un certain nombre de points. Fin de la première manche, boum. Deuxième manche, rebelote avec les cartes épineuses, donc là c'est un peu plus compliqué. Donc là on a arbre et plante par exemple, un pommier, un sapin de Noël, un trèfle, donc pareil, il va falloir y aller. Et c'est la même chose, sauf que là, on va passer la feuille, une fois qu'on a fini de dessiner, à un autre joueur. Ce sera jamais le même joueur qui va deviner les dessins de chaque personne. Et on fait ça une troisième manche, avec les cartes presque impossibles, et là, ça devient méga chaud. Donc des fromages, par exemple, des différents types de fromages. Donc du cheddar, du brie, du parmesan, de la mozzarella. Amusez-vous à dessiner ça, vous allez bien vous amuser. Mais vous allez bien vous marrer aussi, parce que du coup, voilà, c'est un jeu ultra rapide, mais super drôle, où on s'amuse bien et où on se moque bien des gens qui dessinent un peu n'importe comment, et même ceux qui savent bien dessiner, pour le coup, quand ils doivent faire ça en 6 secondes, bah, ils savent pas bien dessiner. Donc voilà, super efficace, un très bon jeu de dessin. Enfin, le petit jeu facile à sortir que je préfère, pour moi, c'est Marvel Remix. Donc c'est peut-être le plus complexe de tous, et encore que c'est vraiment très simple, je vous explique de suite. Vous allez avoir 2 tas de cartes, les cartes vilains et les cartes remix. Vous distribuez 6 cartes remix, une carte vilain à chaque joueur en début de partie. Donc chaque joueur va avoir une main de cartes. Ces cartes, elles ont différentes couleurs, elles appartiennent à différentes familles et différents logos. Et le but du jeu, ça va être d'avoir la meilleure main de cette carte à la fin de la partie. Sachant que à chaque tour, le principe il est simple, soit vous piochez une carte d'un tas, soit vous piochez une carte de l'autre, soit vous piochez une carte dans la défausse. À chaque fois que vous piochez une carte, vous regardez votre main et vous choisissez une carte à défausser, ça peut être celle que vous venez de piocher. La carte défaussée, elle est défaussée face visible et elle est accessible à tous les joueurs. Le joueur suivant fait la même chose, il pioche une carte, soit face visible, soit face cachée. Il la rajoute à sa main et il en défausse une autre, et on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait 10 cartes défaussées, 10 cartes face visible. Donc les cartes défaussées sont pas empilées, elles sont toutes, on va les placer autour de la table pour que tout le monde puisse les voir et éventuellement les prendre. Dès qu'un joueur va défausser la 10e carte, la partie s'arrête, chaque joueur va étaler sa main de cette carte et va marquer des points pour chacune de ces cartes en fonction des petites conditions qui sont inscrites dessus. Donc les points de base pour chaque carte, c'est ce qui est inscrit en haut à gauche. Donc chaque carte vaut sa valeur en haut à gauche. Plus des petits bonus éventuels qui sont inscrits en bas. Donc là, on vous dit que vous avez plus 3 points pour chaque autre symbole d'ADN. Donc lui, il a un petit symbole ADN. Chaque autre carte qui aura un symbole ADN vous fera 3 points supplémentaires. Donc vous regardez les petits symboles. Lui, il en a un, par exemple. Elle, Malicia. Donc ça ferait 3 points supplémentaires, et ainsi de suite. Donc vous avez voilà différentes façons de marquer les points. Lui, cette carte, elle est masquée, c'est-à-dire elle comptera pas du tout. Sauf si vous avez la carte qui s'appelle digne, ou si vous avez un héros ou un allié avec un marteau. Donc si j'ai un héros avec un marteau, pour le coup j'ai tort, donc c'est bon, elle est pas masquée, donc elle vous 10 points. Et voilà, il faudra regarder, donc voilà, la petite complexité, c'est de lire à chaque fois les cartes, mais c'est quand même assez simple, c'est juste des symboles à repérer et puis des points à marquer. Pour moi, voilà, en termes de mécanique, c'est méga épuré. On pioche une carte, on en défausse une, c'est tout. On pioche, on défausse, on pioche, on défausse. On a toujours 7 cartes en main, mais il faut optimiser sa main pour marquer un maximum de points à la fin de la partie. Je trouve ça assez génial. Donc, faut savoir que c'est une adaptation du jeu Fantasy Realms, c'est le jeu original que j'ai aussi et qui est très bien aussi, qui est juste un peu plus complexe en termes de décompte de fin. Donc il y a même une application qui permet de scanner les cartes pour nous calculer le total, parce qu'il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Celui-là est un peu plus simple à calculer, donc c'est pour ça que je le préfère. Le thème Marvel, honnêtement, c'est pas mon délire particulièrement, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, Marvel Remix, numéro 1 des jeux rapides et simples à sortir. Voilà, c'est tout pour ce nouveau top de jeux les plus simples de ma ludothèque. À comparer, si ça vous intéresse, avec le classement des jeux les plus compliqués que j'ai dans ma ludothèque, qui est disponible aussi sur la chaîne, si ça vous intéresse. Donc là, vous aurez vu que j'ai fait un panel de jeux assez varié, que ce soit au niveau de la mécanique ou au niveau du nombre de joueurs. L'idée étant voilà de présenter vraiment
des choses différentes et hors jeux à cocher. Vous avez vu, j'ai pas mis de jeux à cocher dans cette vidéo-là parce que j'ai fait des classements propres pour les jeux à cocher. Et il en existe aussi des très facilement sortables et des très simples. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'en découvrir certains. Amusez-vous bien.